messieurs, dames. Une dame, elle nous a rejoint. Donc on va reprendre cet après-midi, on va avoir 4 confs que de locaux, 4 confs Calvados. Moi je vais vous parler là cet après-midi des promises. Donc d'abord, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler des promises? C'est bien. Est-ce qu'il y en a qui les pratiquent? Ça, j'en étais sûr, moi aussi c'est pas le simple. Bon, comme ça, si je dis trop de bêtises, vous allez pouvoir me corriger. La conf elle va être assez rapide, donc on va essayer de descendre dans les détails, mais pas trop. S'il y a jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, on refera un point question à la fin. Je vais essayer de tout dérouler d'un coup parce qu'il y a des slides qui vont expliquer d'autres slides en France. Slideception. Donc je m'appelle Sylvain, je suis cofondateur de Calva Coders avec Uli, comme on vous a dit tout à l'heure. Je travaillais dans une agence web dont je tairai le nom pour sa notoriété. Et voilà, je suis plutôt dev back au départ, des front de plus en plus par la force des choses parce qu'on est obligé de devenir des couteaux suisses. J'aime bien ça va. Sauf que j'assimile le CSS au poker. Donc aujourd'hui, on va faire des parallèles entre synchrone et asynchrone. Tac. Donc en JavaScript, qu'est-ce qui est synchrone et asynchrone? Par défaut, JavaScript est synchrone. JavaScript, c'est un système qui est monothread sur tous ces moteurs jusqu'à la V8 pour l'instant. Il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place. J'ai parlé des service workers tout à l'heure. Il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place. Pour l'instant, il n'y a rien de... C'est pas service worker. Service worker, c'est pour gérer le offline. Ce que tu parles, c'est les web workers. Web workers. Merci. Ça, je dis, il y a déjà une bêtise. Donc voilà, il y a des solutions qui sont en train de s'esquisser pour faire du multithreading en JavaScript. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on est trimballé entre du synchrone bloquant ou des pseudo-asynchrones. Si on prend un exemple comme ça, on voit qu'on a une fonction qui est bloquante, on a la fonction query, on est obligé d'attendre son retour pour pouvoir dérouler la fin du code. C'est pas très pratique. Donc pour ça, en JavaScript, on a commencé à mettre en place ce qu'on appelle les callbacks. Ça, les callbacks, je pense que vous en avez tous entendu parler. On va voir quelques exemples. Donc par exemple, un callback, si on modifie le code préalable comme ça, on voit on modifie la signature de la fonction query en lui passant donc une autre fonction en paramètre, et du coup on arrive à faire de l'asynchrone en JavaScript. On interroge la base de données, et du coup c'est la fonction query qui appellera le callback pour nous plus tard. Donc tout ce qui est input-output, ça peut être rendu asynchrone grâce à l'event loop. L'event loop, je ne reviens pas dessus, vous avez un lien là-dessus dans la toolbox, dans une de mes dernières slides, on n'a pas le temps d'approfondir là-dessus. Vous avez vraiment un gros article et voilà, c'est intéressant, donc lisez-le. Donc c'est quoi un callback? Un callback, c'est une fonction qui est passée en paramètre d'une autre fonction. Il faut savoir qu'en JavaScript, les fonctions, c'est ce qu'on appelle les objets de première classe. Donc c'est des objets qui peuvent avoir des propriétés, qui peuvent être passés en argument. Donc voilà, on va passer des fonctions d'argument, c'est ce qu'on appelle le continuation passing style. Donc le callback, c'est la continuation, comme on peut le voir ici. Et du coup, la fonction invoquée prend un argument en plus, le callback, et lui passe le contrôle. Une fois qu'elle a obtenu son résultat propre, elle lui passe le contrôle en l'invoquant à son tour. Elle lui passe son propre résultat en argument. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, vous avez deux exemples, un exemple en natif et un exemple en jQuery. Si on prend le jQuery, on voit que la fonction click a un argument supplémentaire, le callback, et elle lui envoie son propre résultat, l'event, en paramètre. D'autres exemples ici avec un exemple en haut en Node.js, pour ne pas perdre le fil de ce sur quoi on a travaillé ce matin. Et un exemple un peu from scratch, où voilà, on peut voir que la fonction main code appelle elle-même le callback. Et le problème, c'est qu'avec tout ça, ça fait mal. Donc on a ce qu'on appelle le callback L. Alors je ne vais pas reposer la question de savoir qui était là l'an dernier, parce que on a posé la question tout à l'heure, j'en avais parlé l'année dernière aussi du callback L. Le callback L, c'est le surnombre de fonctions anonymes et d'accolades dans un code. Là, on voit que le code il dérive progressivement vers la droite à cause de la gestion des erreurs, etc. C'est ce qu'on appelle la pyramide of doom. Alors, j'ai cherché l'origine.
Je n'ai pas trouvé de truc très... Voilà, donc, voilà, c'est la pyramide de Hadoop. Voilà. Il faut savoir que un des gros inconvénients des callbacks, c'est qu'on perd le call stack. Dès qu'on lance un nouveau callback, on a un nouveau call stack. Ça va avoir pas mal d'inconvénients, sur ce qu'on va voir tout à l'heure. Par exemple, comme on peut déjà le voir ici, la gestion des erreurs à chaque étape. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà, un autre code un peu cracra, c'est le même code que ce que j'ai utilisé l'année dernière quand je vous ai montré les fonctions anonymes. C'est un code qui n'est pas tellement lisible, il y a tout un tas de fonctions anonymes. On a un pataquès d'accolades ouvrantes et fermantes, donc voilà, c'est pas terrible. Et donc, pas de call stack, donc pas de return et pas de throw. Donc tous les bénéfices qu'on a avec du synchrone, on les perd en callback. Donc actuellement, avec les callbacks, on n'a pas moyen de faire de la synchrone avec des contrôles. Si ici, dans le query, on fait un return user, personne ne va récupérer la valeur. Si en dessous, on fait un throw, personne ne va être capable de catcher l'exception. Nouveau call stack, pas de catch. Donc on n'a aucune garantie sur l'exécution des callbacks. On ne sait pas si le callback est exécuté une fois, plus d'une fois, 0 fois, quel argument est passé, est-ce que c'est toujours le même argument, etc. Donc les callbacks, c'est bien, c'est simple. Y a pas besoin, le poids est réduit, forcément, c'est du Vanilla JS, on peut le faire dans n'importe quelle librairie. Il n'y a pas besoin de charger des librairies. Par contre, le nesting, ce qu'on appelle le nesting, pour info, c'est le décalage du code vers la droite au fur et à mesure. Enfin, vers la droite, comme ça. C'est le valse. Le code est beaucoup plus complexe, comme on a vu tout à l'heure. Il est moins maintenable, forcément, avec X fonctions anonymes par code, c'est pas très pratique, pas de garantie d'exécution, et on perd donc le contrôle avec les returns, les throws, les caches, les throws, etc. Heureusement, maintenant, on a une nouvelle arme, c'est les promises. Alors là, on va attaquer des trucs qui sont un peu plus compliqués que ce qu'on a vu là. Donc les premiers essais sur les promises, c'est en 89. Les versions actuelles sont inspirées du langage E. C'est beaucoup utilisé en dehors du JS. Par exemple en Python avec les futures, en .NET, j'ai parlé du .NET tout à l'heure avec le C#, où il y a TaskT, on a le C++ avec STD Future, etc., etc. Ça a été mis à jour, enfin ouvert au public, on va dire, par un groupe qui s'appelait CommonJS, qui a mis au point un premier protocole, une première spec qui s'appelait Promise/A. Et ça a été repris, ça, par un autre groupe qu'on connaît un petit peu, qui s'appelle jQuery, sur lequel je risque de troller un petit peu aujourd'hui. Et jQuery a, comme d'habitude, fait le travail à moitié, en implémentant les deferred, qui n'étaient pas 100% compatibles. Voilà. Après, il y a un monsieur qui s'appelle Dominique de Nicolas, vous avez pas mal de liens vers son blog et vers ses vidéos dans la dernière slide, la toolbox, qui a fait un gros travail là-dessus, qui a commencé à faire une suite de tests pour expliquer, sensibiliser les gens, savoir est-ce que ce que j'ai fait sur les promises c'était bien, c'était pas bien, c'était fonctionnel, c'était pas fonctionnel. Et il a été rejoint après il a créé Q.js, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Il a été rejoint après dans sa propagande par Brian Cavalier, qui a amélioré les specs à partir d'un GIST. Il partait du principe que les performances n'étaient pas là, qu'il manquait beaucoup de détails, qu'on passait à côté de l'essence même des promises, donc il fallait travailler là-dessus. Il a créé Wen.js et 5 mois plus tard, tous ensemble, ils ont sorti les specs promise/A+. Actuellement, c'est la référence, la spec officielle des promises. C'est ce sur quoi les API JavaScript vont se baser. Donc une promesse, c'est quoi? C'est un objet de première classe qui représente le résultat d'une opération asynchrone. On dit comme ça ne va pas dire grand-chose, on va le voir après sur les exemples. C'est un objet qui aura à un moment ou à un autre, qui garantit qu'il y aura à un moment ou à un autre une valeur. La promise, l'objet promise a 3 états possibles. Pending, donc en cours, c'est l'état de base. Quand on crée la promise, elle est pending. Fulfilled, donc la promise a été exécutée, enfin, renvoie un succès, donc renvoie une valeur. Et rejected, donc la promise a échoué et renvoie une raison d'échec. Voilà. Et donc avec ça, on va pouvoir retrouver tous les bénéfices qu'on avait sur le synchrone,
on va pouvoir retrouver notre return, notre throw, notre catch et notre rethrow. Tout ça en asynchrone. Alors pourquoi les promises? Donc comme on disait, c'est pour rendre disponibles en asynchrone les opérations existantes sur le synchrone, et on va pouvoir aussi bénéficier d'un call stack, ce qui va être bien plus pratique pour le débugage. Alors quelques cas d'utilisation, des requêtes Ajax, simples ou chaînées, des chargements asynchrones d'assets, ça on le fait souvent, aller chercher par un web service, aller chercher des données et mettre l'UI à jour en fonction, faire des animations, etc. Comment ça marche? Je vais un peu vite. Ouais. Alors, dans les slides qui viennent, je vais mettre de la théorie. On reviendra dessus après par rapport aux exemples pratiques, ça va être plus simple. Donc, comment ça marche une promise? Une promise, c'est un objet qui a une propriété zen. Vas-y. Non, juste sur les cas d'utilisation, pour moi en fait, l'un des gros avantages aussi des promesses par rapport au callback, c'est que dans les exemples où Sylvain nous a montré les callbacks, vous pouvez mettre une callback. Tandis que là, vous avez l'exemple promise.result.then et vous pouvez répéter cet appel-là plusieurs fois. Faire du chaînage. Ouais. On va le revoir un petit peu plus loin, ça va être la slide qui va poser problème et qui va apparaître clair à la fin. Donc du coup, la promise, c'est un objet qui a une propriété zen. La propriété zen, elle prend deux paramètres, dont un qui est facultatif. Elle prend une fonction en cas de succès, une fonction en cas d'erreur. Ça, c'est la promise de base. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y aura soit la fonction de succès, soit la fonction d'échec qui sera appelée, et ce, une seule fois. On revient sur les garanties qu'on ne retrouvera par rapport au callback. La promise, elle a soit réussi, soit échoué. Si elle a réussi, on reçoit une valeur. Si elle a échoué, on reçoit une raison. Mais ça sera appelé une seule fois. Une fois qu'elle est appelée, ces fonctions de callback, entre guillemets, ne sont pas réappelées. Donc si on refait le parallèle avec nos petits mots-clés en synchrone, le unfulfilled, c'est l'équivalent en return, il renverra une valeur. Le unrejected, ce sera l'équivalent du throw, et il renverra une exception, ce qui sera donc une raison de rejet, et on pourra le catcher et le traiter comme on veut. Alors, c'est celle-là qui fait mal. Donc, voilà. On peut chaîner les promises. Alors, il y a plusieurs cas possibles. Je vous la lis telle quelle, et puis on y reviendra sur un des slides avec un exemple concret, ça va être plus facile. Comme on a dit, ça a une propriété zen avec deux handlers, un handler de succès, unfulfilled, et un handler d'échec, unrejected. Si le handler envoie une valeur, la transform promise va récupérer la valeur et passera en résolu. Donc il récupère le même état. Si la promise est success, le transform promise va être success. Si ça renvoie une promise, en cas de chaîne, on va adopter son état, on va le voir un peu plus loin. Si ça renvoie une exception, on passe en rejected et on reçoit la raison du rejet. Là, comme ça, c'est barbare. Vous allez voir tout à l'heure, c'est le plus simple. Mais cette slide-là est importante et du coup, voilà, on ne peut pas trop passer à côté. Donc, par exemple, un exemple tout simple, là, sur une promise, donc j'appelle une fonction getUser en lui passant un paramètre. Je lui applique sa propriété zen et dedans, je lui passe deux fonctions. Une fonction en cas de success, le success handler, et qui est en deuxième d'ailleurs, pardon. Donc j'ai mis là qu'est-ce que j'ai demandé moi? Bref, s'il ne trouve pas, il envoie une exception. Donc il passe en rejected. On va pouvoir aller catcher l'exception. Et sinon, il renvoie sa valeur. On retrouve là les vrais mots-clés et les vrais call stacks des fonctions synchrones. Alors créer une promise. Donc même principe. Deux handlers, un handler si ça fonctionne, un handler si ça ne fonctionne pas. Si tout est bon, on appelle le handler de succès avec la valeur qu'on veut lui donner. Si c'est pas bon, on appelle le handler d'échec et on lui passe un objet erreur avec le message qu'on veut lui donner. Si on utilise ça dans l'exemple du bas, promise.zen, si ça fonctionne, on passera dans le handler de success qui nous affichera le résultat reçu, qui va nous afficher good, puisqu'on voit là où on fait resolve good. Je vais regarder par là, pour regarder aussi.
Et là, si ça ne fonctionne pas, ça rentre dans le handler d'échec, et on va récupérer l'exception levée. Regarde pas comme ça, j'ai l'impression de dire des conneries. Callback L. On refait un parallèle, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, on avait le code qui se dirigeait de plus en plus vers la droite. On a briqué les fonctions, on faisait step 1, step 2, step 3, step 4. Là, on appelle tout à la suite. C'est ce que disait Yacine tout à l'heure. Là, on chaîne les promises. Donc, le premier Z, il va aller récupérer l'objet renvoyé par la promesse step 1 à la promesse step 2. Le deuxième Z va récupérer l'objet de la promesse step 2 et le passer en paramètre à la promesse step 3, etc., etc., etc. Jusqu'au bout de la chaîne. Est-ce que ça paraît à peu près clair? D'accord, on va prendre ça pour un oui. Dans le cas des exceptions, si on fait un try-catch tout simple ici, en synchrone, si la step 1 ne fonctionne pas et envoie une exception, vous êtes tous d'accord, on ne va pas exécuter la step 2, ni la step 3, ni la step 4. Jusque-là, ça va. Donc s'il y a une exception qui est élevée par la step 1, on va aller directement au catch. Si une exception qui est élevée par la step 2, on va aller directement au catch, etc., etc. Si on fait ça avec le callback, alors là, je vous ai épargné au moins les 2 tiers de la fonction, et l'indentation est de 2 pour info. Donc, on appelle la step 1 avec le paramètre 1. S'il y a une erreur, on gère l'erreur, sinon on passe à la step 2 en lui passant le résultat. Si on passe à la step 2, s'il y a une erreur, on gère l'erreur, sinon on passe à la step 3. La step 3, s'il y a une erreur, etc., etc. Pour arriver à la fin de la step 4, et faire enfin quelque chose avec la valeur 4. On a enfin récupéré. C'est pas très beau, surtout que voilà, la fonction, on voit bien qu'elle se dirige quand même vraiment beaucoup vers la droite. Il y a 7 ou 8 lignes d'accolade, donc il y a sûrement moyen de faire mieux. Si on met ça en parallèle par rapport à des promises, on reprend la même fonction. On appelle la promise step 1 avec le même argument. Son résultat est passé en paramètre à promise step 2, son résultat est passé en paramètre à promise step 3, exactement comme à côté, exactement ce qu'on fait. La différence, c'est que ici, avec la dernière ligne, on va pouvoir gérer le catch, ce qu'on ne pouvait pas faire de tout à l'heure. Pourquoi on va gérer le catch? Parce que comme on a vu tout à l'heure, la propriété zen, elle a 2 handlers. Elle a un handler de succès, un handler d'échec. L'avantage avec les promises, c'est que c'est là où la slide de tout à l'heure avec le chaînage est important, c'est qu'une promise renvoie son état. Donc là, promise step 2 va prendre l'état promise step 1. Si promise step 1 lève une exception, promise step 2 prend son état. Si elle a rejected, elle passe en rejected. Mais on voit que la promise step 2, pour le premier zen, il n'y a qu'un handler de succès, il n'y a pas d'handler d'échec. On a vu tout à l'heure, il y a handler de succès, handler d'échec. Donc si ça fonctionne bien, il passe à promise step 2, ça fonctionne bien, il passe à promise step 3, etc. Si une exception qui est levée à la première promise, il va passer à la deuxième, il n'y a pas de handler d'échec, il passe à la suivante, il n'exécute pas, il passe à la suivante, idem à la troisième, idem à la quatrième. Il se propage comme ça avec son état et son exception jusqu'à la fin de la chaîne, et au dernier zen, il va trouver 2 handlers. Le premier define, en soi on pourra mettre quelque chose, il se trouve que là on n'a pas besoin, puisque en cas de succès on a déjà fait quelque chose avec notre valeur 4. Par contre, s'il y a une erreur, il a un handler d'échec, il va pouvoir gérer l'exception. Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que vous voulez revenir sur la slide du chaînage? Ou c'est pas la peine? Pas tous à la fois. Donc l'avantage, on retrouve un callback, un call stack. On retrouve des garanties. On est sûr que la promise va être exécutée une seule fois. Soit un succès, soit un échec. On va être sûr que c'est toujours le même paramètre qui va être passé. Soit la valeur, soit l'exception levée. Et on retrouve les avantages des opérations synchrones, le return, le throw, le catch et le restro. Je ne vous ai pas montré catch et restro parce qu'en fait en soi c'est pas grand chose. Le restro, c'est au lieu de faire quelque chose avec la valeur, vous refaites juste un throw, new error, etc. Vous n'avez pas grand intérêt par rapport au code. Mais sur le principe, la syntaxe ne change absolument pas par rapport à du JavaScript natif.
Alors, j'ai passé les désavantages. Parce qu'il y en a quand même malheureusement pour l'instant. Il n'y a encore que très peu d'implémentations natives. On va le voir un peu plus loin, il y en a, ça suit son chemin, comme un peu tout. Voilà, on y travaille. Il y a encore certaines librairies qui sont non conformes au spec, les jQuery, comme d'habitude. Et là, c'est même pas du troll, c'est vrai en plus. C'est pas pour une erreur. Le update, ça fait partie de l'aspect ou pas? Je sais pas. On pourra regarder tout à l'heure, mais là, je sais pas. Okay. Donc du coup, pour ça, on a des outils. On a des librairies. À ce jour, sur la page de Promise A+, on compte une trentaine de librairies conformes. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'elles sont normées. C'est-à-dire que comme elles répondent toutes à la même spec, elles peuvent s'échanger entre elles. Vous pouvez tout à fait vous gérer une librairie Q et échanger avec un service qui vous renvoie du WinJS. Quand les API JavaScript arriveront à faire des promises, ce qui est déjà plus ou moins le cas, vous pourrez, vous, écrire votre code en natif et travailler, échanger avec du code Bluebird, avec du code Wen, avec du code Q.js, etc. Tant que ça répond à la norme, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux librairies que vous utilisez et écarter au maximum jQuery, vous pourrez échanger les fichiers sans aucun problème. Ouais. Donc je vous ai mis plusieurs librairies, c'est celles qui sont le plus en vue, les plus utilisées. Q.js, c'est la librairie qui a été créée par Dominique et Nicolas, qui était à l'origine plus ou moins des promises. Pareil que les autres, hein, conforme à l'aspect. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser des promises en remote. Il y a un exemple un peu plus détaillé que ça sur le GitHub. Et globalement, Dominique, sur son blog, a fait pas mal d'articles sur les promises, qui vont un peu plus loin que ce qu'on a le temps de voir aujourd'hui. Voilà, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller lire. On retrouve aussi Bluebird, qui dispose de pas mal de petites fonctions sympathiques, dont je ne vous ai pas mis le fonctionnement ici, bind, call, cancel, join et des timers. Là, on peut déjà se douter de ce que ça fait. Pareil, tout ça c'est du GitHub, c'est de l'open source, ça se développe plutôt pas mal. On en a encore deux autres et puis un petit troll. On a rsvp.js, on a WenJS, donc celui qui a été créé par Brian Couturier. Et on a même Microsoft qui s'y est mis, c'est le seul qui s'en passe au GitHub d'ailleurs, qui a fait un WinJS, qui a priori semble vouloir se conformer à l'aspect Promise A+, à vérifier. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les promises sont intégrées à ECMAScript 6. Les API DOM vont les utiliser, il y en a même certaines qui le font déjà. On a une grande utilisation déjà dans les outils qu'on utilise souvent comme Angular, où ça fait partie d'à peu près tout le système de templates. On l'utilise dans Ember, on l'utilise dans Dojo. jQuery a essayé, encore une fois, de l'utiliser. C'est pas pour trop les jQuery, hein, c'est parce que si vous utilisez les promesses de jQuery, ça sera compatible avec rien, c'est un peu dommage. Ils ont implémenté ce qu'ils appellent deferred, qui n'était pas conforme. Ils ont réimplémenté un objet qui s'appelle promise, sauf qu'encore une fois, ils ont fait les choses à moitié, c'est un sous-ensemble de deferred. Donc voilà, on prend les mêmes, on recommence un petit peu. Et le Vanilla.js. Donc il y a certaines API DOM qui utilisent des succès des échecs asynchrones, qui utilisent des promises, donc j'en ai mis quelques-unes, gestion de quota, service worker, on n'y revient. Il y a une implémentation native qui est partielle dans certains navigateurs. Comme d'habitude, c'est des navigateurs Edge, donc dans Canary, qui est activé par défaut, et dans la dernière nightly de Firefox, qui commence à les intégrer. Donc voilà, il faut vraiment avoir des browsers Edge. Il y a de toute façon, pour l'instant, aucune implémentation conforme à 100% en natif. De toute façon, on y travaille, mais voilà. L'avantage, comme je vous disais, c'est que l'API JavaScript va se baser sur la spec A+, et sera donc compatible avec toutes les librairies compatibles à la spec A+. Donc on pourra écrire en natif et changer d'autres services ou des web services qui utiliseront d'autres librairies. Un petit bonus, il y a des librairies qui utilisent des petits patterns utiles, donc Catch et Finally, ça peut être sympathique. Donc là on voit sensiblement ce que fait le code. Donc il start un petit loader, il fait tout ses petites infos, donc il va chercher l'utilisateur, il va chercher son best friend. Si ça marche, il l'affiche. S'il y a une erreur, il a un catch, donc il traite l'erreur dans lui. Et quoi qu'il arrive, à la fin, il stoppe le speeder.
Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire, un cas d'utilisation qu'on peut faire avec les promises en asynchrone. Et puis voilà, il y a d'autres fonctions sympathiques, all, spread, map, invoke, map, donc c'est un peu le même principe qu'en JavaScript natif. Et des Nodify qui va vous permettre de travailler avec les promises avec des fonctions Node.js et les rendre compatibles avec la librairie que vous utilisez. Attention à Catch et Finally qui sont réservés sur IE8. En fait, toutes les librairies seront compatibles IE8. On a testé Bluebird. Mais Catch et Finally sont réservés, donc du coup on est obligé de les écrire entre projets. Ouais, bonne info, du coup. Merci. Petite toolbox. Donc vous retrouverez quelques liens, je ne vais pas vous les lister. La première vidéo, c'est une des premières grosses présentations qui a été faite sur les promises avec Dominique Desnicolas et Michael Jackson, pas celui qui est mort, un autre. Très, très bonne vidéo. Promiserplus.com, forcément, donc là, les specs. Le dernier lien, c'est sur les event loops, ce que je vous disais, et dedans, vous avez les deux sideshares, c'est les deux sideshares de Dominique et Nicolas. Ça rentre vraiment loin, mais voilà, c'est quand même intéressant. Merci.